Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Il est un homme qu'on ne présente plus. Il s'est distingué par ce qu'il fait. Il est au panthéon de ceux qui ont pratiqué l'art qu'il a pratiqué. Mais désormais, il a pris un autre virage, la politique. Nous recevons un homme que nous avons reçu il y a à peine quelques semaines. Il nous fait l'honneur de nous donner les briefings de ce qu'a été le conclave ou la rencontre de Lubumbashi. Monsieur Alex Dende, bonjour. Bonjour, cher Dan. Merci encore pour l'invitation. Toujours aussi beau. Bah, notre pays est beau, malgré les problèmes. Ok. Nous faisons en sorte d'être à la hauteur. Le Congo demande en nous de la grandeur. Nous faisons en sorte de le représenter un tout petit peu dans ses multiples facettes. Alors, vous étiez à Lubumbashi, vous avez pondu un communiqué avec plusieurs résolutions. Parlons un peu de cette cuisine. Qu'est-ce qui a été à la base? Comment ça s'est préparé? Le début. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelques semaines, il y a un communiqué qui a été signé par M. Martin Fayulu, M. Mukwege et M. Matata. Oui, tout à fait. D'accord. On va dire que à partir de là, l'idée de pouvoir avancer dans ces sens a été nourrie bien sûr par les faits, par l'actualité, par la gestion de ce régime, de différents problèmes de notre pays. Et donc, il fallait ratisser un tout petit peu large. Donc, petit à petit, certaines personnalités sont intéressées. Enfin, on dit aujourd'hui personnalité de l'opposition. Vous connaissez un tout petit peu ma position. Moi, je me sens un tout petit peu plus de la résistance que de l'opposition. Bon, mais bref, c'est les termes consacrés. Et donc, à partir de là, voilà, il y a eu un certain nombre de messages entre les leaders. Et ils ont convergé. Donc, on va dire que le dernier communiqué signé entre les trois personnalités que je viens de vous citer a servi un tout petit peu de ce qu'on appelle texte martyr pour en arriver à cette version que l'on a pu lire à Lubumbashi. Et je crois que peut-être on va revenir un tout petit peu sur le fond sans rentrer dans tous les détails. Mais c'est la situation de notre pays, c'est l'actualité, c'est les dangers auquel notre pays, aujourd'hui on parle carrément de la balkanisation, que l'on a parlé depuis le début. Enfin, je crois que M. Martin est très au fait de ces questions, de cette question surtout. Aujourd'hui, pour les gens, ça devient une évidence. Les gens commencent à, en tout cas, le fait aujourd'hui le prouve. Il y a des zones entières de notre pays que le FARDC non papier sont carrément interdits de pouvoir exercer en fait ce qu'on appelle leur mission, qui est de protéger notre pays et surtout son intégrité territoriale. Donc tous ces problèmes ont fait en sorte que voilà, les leaders puissent se voir et puissent faire la déclaration. Il y a une information qui a circulé avant cette rencontre de Lubumbashi. Les gens parlaient de Genève 2, donc désignation d'un candidat commun de l'opposition. Est-ce qu'il a été question aussi de cette question? Bon, j'ai peut-être omis, au-delà de la sécurité de notre pays, excusez-moi, je reviens, gardez votre question, on y revient très vite. Il y a aussi le processus électoral, oui. Avec tous les problèmes que ces processus sont en train de poser. Vous vous rappellerez que le président élu, Martin Fayulu, a donné toute une conférence par rapport à l'opérationnalisation, enfin, le thème était l'opérationnalisation de la fraude, première phase, identification et enrôlement. Bon, je crois que dans cette conférence, il a prouvé avec des chiffres, surtout le rapport entre le nombre des kits donnés à certaines provinces et les nombres des enrôlés attendus. On a prouvé combien il y avait des espèces de disparités entre provinces et c'était assez dangereuse. Et tous les problèmes qui sont venus, que l'on a évoqués dans notre coordination des opérations électorales qui s'appelle la COEL, on a prouvé un certain nombre de faits. Donc tout ça, avec cette tendance qu'on a
dans ce pays actuellement de vouloir éliminer un certain nombre de candidats, soit par des procès, soit par de lois. Enfin, tout ça a fait en sorte que les leaders puissent se voir et prendre la déclaration que l'on a et bien sûr la situation socio-économique de notre pays à l'intérieur. Donc voilà. Alors pour en venir à votre question de tout à l'heure, oui. Vous avez parlé des Genève 2. Non, on n'est pas. C'est pas cette configuration. Je crois que Genève a vécu. Ça reste un grand moment de notre histoire qui est très 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 bien inscrit. Là, on est sur d'autres bases, parce que de toute façon, Genève, c'était aussi l'AMOCA, c'était aussi la désignation d'un candidat commun. On n'est pas dans ça. À Lubumbashi, c'était plutôt autre chose. Hein. C'était vraiment les thèmes que je viens de vous évoquer tout à l'heure, les différentes problématiques de notre pays et surtout sortir cette déclaration. Je pourrais vous donner ce qu'on appelle l'objectif ultime derrière, parce que beaucoup de gens confondent. Je crois que, en ce qui concerne le leader, c'est bien écrit sur la page 3 de cette déclaration. Ils disent clairement, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Donc, à partir de là, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs ou le même objectif que Genève. Ça ne peut pas, c'est pas la même chose. C'est exclu, ça ne peut pas aboutir à cette conclusion. Je crois que c'est le fantasme ultime, parce que les gens sont un tout petit peu en avance, c'est ce que les gens veulent. Mais en fait, derrière cela, pour quel processus vous êtes en train de faire cela? C'est-à-dire que le fait de le faire maintenant, c'est déjà un mètre charrue avant le bœuf. Moi, vous rappellerez que du 11 au 14 juillet 2022, notre parti, SID, a organisé son congrès à Kisangani. Et là-bas, on a conduit un certain nombre de résolutions, à peu près 30 de mémoire. Et nous avons désigné, nous avons investi M. Martin Fayulu comme notre candidat à la présidentielle. Donc, nous ne voyons pas par quel miracle nous allons aller discuter de cela, par exemple de la candidature commune, sans pour autant qu'il fasse un tout petit peu référence à ce qui s'est passé. Et après, il y a eu même, comme je vous dis, ce n'était ni le lieu, ni ça ne figurait même pas dans les discussions, mais je peux comprendre que beaucoup de gens soient dans cette logique-là de se dire qu'un candidat commun, maintenant, non, ce n'est pas certains pensent que se rassembler autour d'un candidat renforcerait les chances pour l'opposition de remporter la présidentielle. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, il n'est pas question de cela, parce que souvent on nous oppose en face, on dit ben voilà, mais M. Félix est déjà candidat, a déjà formé à peu près, parce que il a fait un coup, enfin qui n'est pas incroyable, c'est pas un truc totalement nouveau, mais nous nous rappelions encore de ce que M. Mbata disait, enfin aux États-Unis, enfin le président était élu juste à côté, il disait que non, tout un gouvernement transformé en équipe de campagne. Ben là, on a tout un gouvernement transformé en équipe de campagne. Chacun va passer, ils vont devoir rivaliser des ailes et d'ingéniosité pour pouvoir montrer au chef que, ben voilà, c'est moi qui fais bien. Vous avez vu la dernière trouvaille de notre cher Kabulo. Enfin, on nous sort tout d'un coup Fachi Cup, c'est ça, Fachi Cup. Une espèce de tournant, c'est un peu bizarroïde parce que du coup, comme vous le savez, c'est la FIFA et à Kigali, ils ont aussi Kagame Inter Club Cup, ok, ici directement Fachi Cup, alors nous estimons que ces ministères a un certain nombre de défis qui doivent être élevés très vite, et malheureusement, enfin, on rentre dans cette espèce de campagne électorale. Ouais, mais ils vont toujours dire FIFA, blablabla. Mais j'aimerais qu'on reste focus un peu sur votre rencontre de Lubumbashi. Il y a même certains sites d'information qui ont publié que Fayulu se retire au profit des Katumbi. On a cru que ça pouvait peut-être arriver. Que répondez-vous à ceux qui ont cru que Fayulu allait se retirer? Très bien, je reviens. Je termine un tout petit peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'on nous oppose toujours ces modèles
que M. Félix est prêt. Regardez là son équipe des campagnes. Bon, le gouvernement est transformé en équipe des campagnes. Mais nous voulons tout simplement dire que notre exemple, c'est pas forcément M. Félix. Et pour l'instant, nous ne pensons même pas que ce qu'il est en train de faire va dans la droite ligne de choses qui doivent réellement être faites pendant cette période. Donc, le moment viendra où on pourra éventuellement discuter de cela. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là et je ne pense même pas qu'il y a un leader actuellement, je parle de manière générale, qui serait prêt à s'effacer pour qui que ce soit. Donc maintenant, j'en viens à votre question. Ouais, c'est une rumeur qui a été étayée par, comme mon ami Prince Epenge le dit, par un journal qui s'appelle Le Journal, qui ne vendrait peut-être même pas 6 journaux. Ça, c'est mon ami Prince qui aime bien ironiser de cette manière-là. Non, c'est totalement faux, comme je vous ai dit. D'abord, il va se retirer. Vous, au moins, vous avez cité le nom de M. Katumbi, mais il va se retirer au profit de M. Katumbi. Sur quelle base? Sur quelle base? C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, parce que je crois que... La même base qui a permis à Félix Tshisekedi, Kamere et Katumbi de se retirer pour Fayou en 2018. Ah non, il n'y avait pas retrait comme tel. En 2018. Il y avait vote à l'intérieur, on vous a jamais dit. Enfin, cette méthode qui a servi, la méthode qui a servi de désignation de M. Fayulu n'a jamais été que les gens qui se disent « Ah, on se retire ». Non, 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 non. Les gens se sont présentés, ils étaient un certain nombre. Après, il y a eu de votes, tel vote pour tel vote pour tel, jusqu'à ce qu'ils aboutissent à ça. Ça, c'est quelque chose, mais ce serait intéressant dans le même sens d'idée. Posons-nous la question, vous dites « M. Fayulu s'est retiré au profit de M. Katumbi ». Bon, on est dans le conditionnel, bien sûr, ce serait retiré. Et donc, dans ces cas précis, alors M. Matata et M. Sesanga, eux, se sont retirés au profit de qui? Ou ils continuent la course et que M. Faoul qui s'est retiré. Non. Je peux très bien comprendre le fantasme. C'est complètement faux. Je peux comprendre le fantasme des uns et des autres, mais bon, depuis lors, il faut déjà, n'oubliez pas, c'est le président élu, quand même, de la RDC. Donc, après, il ne s'appartient pas et je ne pense même pas que cette décision relève seulement de lui, parce qu'il faut que le peuple aussi puisse s'y prononcer. Vous voyez, dans son cas, il y a un problème, c'est-à-dire que dans d'autres issues, on dirait qu'il faut faire une espèce de référendum et dans ces cas, nous ramener le résultat et que ce peuple dise « Bon, monsieur Fayulu, retirez-vous ». Donc, cette information est totalement fausse et j'aimerais que les gens restent un tout petit peu sérieux. On a des problèmes sérieux à régler dans ce pays et il ne faut pas adopter des raisonnements simplistes ou avant d'aller au communiqué, des analystes ont vu le fait que M. Fayulu quitte Kinshasa pour Lubumbashi comme si ça le réduisait en quelque sorte. Est-ce qu'il a bien réfléchi pour vous, quitter Kinshasa pour Lubumbashi? Pourquoi ça l'aurait réduit? Je vais comprendre. Juste, excusez-moi de vous poser la question. Enfin, pourquoi ces gens disent cela? Mais je ne veux pas répondre à votre question, mais je ne veux pas répondre, je ne veux pas répondre à leur place, mais je me dis, déjà dans les configurations politiques au Congo, on se dit finalement que c'est Katumbi qui est le patron et c'est lui qui prend en charge la situation. Et donc, configuration politique au Congo, les mêmes personnes qui vous ont dit cette histoire-là disent que M. serait patron de quoi? J'essaierai de répondre. J'essaie de répondre à leur place. Non, mais je tente de comprendre aussi. Il serait patron de quoi? De Mazembe, ça, je peux croire à ma part ça. Enfin, patron de... Et vous parlez dans la configuration politique. Non, je ne pense même pas qu'il est patron. Il est président de son parti. Je peux me tromper, mais bon. Je pense qu'il est président de son parti politique. À part cela, quel autre titre il faut lui donner? Donc, enfin, allons-y dans la réponse, parce que sinon on va rentrer dans des considérations. En ce qui concerne M. Martin, qui a été élu par ses peuples, il faut savoir que la circonscription électorale d'un président de la République, c'est la RDC. Ce n'est pas la province de Kinshasa ou de Haut-Katanga, non, c'est l'ensemble du pays. En ces titres, vous devez savoir, pour la petite histoire, qu'il y avait à peu près 3 lieux qui ont été présentés, que l'on aurait pu faire cette réunion. Il y avait d'abord Bukavu, d'accord. Bukavu a été abandonné pour des raisons que je ne veux pas forcément donner ici. Après, il y a eu Kindu, proposé par M. Matata. Voilà. Pour des raisons aussi que je ne veux pas donner, ça n'a pas été retenu. Mais le président, et lui avait déjà dit ceci, il avait dit à ses compères que moi, en tant que président élu, partout où vous prendrez la décision, si vous êtes, si vous attendez, donc,
supposons qu'il parlait aux 3 autres leaders, partout, vous allez vous décider de pouvoir venir, moi je vais venir. D'accord? Si c'est Kinshasa, on reste à Kinshasa. Enfin, je suis là. Si vous voulez qu'on aille ailleurs. Après, il y a eu une proposition de, comment ça s'appelle, Kisangani, qui a été aussi abandonnée. Et après, les autres sont revenus en lui disant, mais tiens, bon, écoute, on s'est dit Lubumbashi. D'accord? On s'est dit Lubumbashi, est-ce que ça vous tente? Le président a dit, moi, je vous ai répondu que partout où vous voulez, nous partons. D'ailleurs, nous étions un peu... le président était plus d'accord pour aller à Kindu parce qu'on a des choses à faire là-bas. On a notre parti, il y a l'exécutif provincial qu'il faut visiter. Ça fait un moment qu'on n'avait pas mis les pieds là-bas. Enfin, et donc, ça nous aurait été profitable d'une certaine manière d'aller là-bas parce qu'il y avait d'autres choses que l'on pouvait. Mais maintenant, quand ils sont revenus avec la version... tout ce qu'on a entendu, la prise en charge, c'était M. Katumbi et non, je préfère qu'on reste un petit peu sérieux. La prise en charge, l'hébergement et je ne veux pas passer. Même l'élaboration du texte, c'était. Excusez-moi, allons petit à petit. Monsieur Katumbi. Revenons juste. C'était lui qui était derrière la manette et vous n'avez fait que exécuter. Je continue la suite, monsieur. Enfin, on se connaît depuis un moment, monsieur Dan. Je comprends que vous ayez les questions de vos amis. Mais bon, laissez-moi juste vous dire que voilà le contexte dans lequel on avait décidé d'y aller à Lubumbashi. Parce que nous considérons que c'est le président élu et Lubumbashi a plusieurs circonscriptions aussi. Enfin, dans le Haut-Katanga de manière générale, ou dans les grands Katanga, il y a eu beaucoup. M. Martin a été voté par plusieurs personnes. Et là, depuis 2019, depuis la réunion de la Mouka, nous n'avions pas encore, le président n'était pas encore allé là-bas. En tout cas, la réunion du présidium de la Mouka, j'y étais à Lubumbashi avec lui. Et cette fois-ci, c'était à peu près pareil. Je crois que les gens qui ont suivi un tout petit peu les télévisions ont vu l'accueil qui a été réservé à M. Martin, malgré que les gestionnaires de là-bas, de l'aéroport, enfin le service de sécurité ont totalement refusé de faire entrer le monde qui avait à l'extérieur, enfin on va dire à la barrière de l'aéroport. Et c'est tout de même dommage. Donc le président est arrivé et puis il a communié, les gens ont vu, les images ont circulé. Donc le problème n'était pas à ce niveau-là. Lubumbashi, c'était Lubumbashi, ça a été décidé, il a accepté et il faut plutôt lire la grandeur de son esprit. Je peux très bien comprendre que ceux qui ont dit on l'a senti diminuer, tout ça, je comprends qu'ils le mettent très haut dans leur estime, mais il faut savoir que quand il s'agit du Congo, le président s'efface naturellement. Quand il s'agit de parler du Congo, la preuve à chaque fois, on a fait la proposition de sortie des crises. On nous a dit pareil, ah non, mais vous cherchez le boulot, tout ça. On savait qu'il allait avoir des problèmes. On n'a jamais pris ce boulot, on n'est jamais rentré dans le gouvernement, on est resté à l'extérieur. Ça, il faut voir. En fait, c'est l'homme, il est comme ça. Combien de propositions on a fait ici, là, on a parlé des élections la dernière fois. C'est nous qui proposions qu'il faut trouver, quoi que c'est repris aujourd'hui dans le texte. Mais depuis longtemps, nous proposions qu'il faut qu'on parle entre nous. Donc, nous, ces problèmes, l'ego, là, quand il s'agit du Congo, disparaît. Mais non, vous revenez dans cette histoire, vous dites le texte, vous parlez de la prise en charge. Ça, c'est... certains même disent qu'on vous a même remis un peu d'argent avant de... Nous comprenons la force de vos amis et nous savons que l'objectif premier de cette histoire est très très simple. L'objectif premier de cette histoire, c'est faire en sorte de pouvoir diviser ce qui est en train de se faire. Vous savez, la première action qui va être menée sur terrain va être le 13 mai, c'est la grande marche. En principe, tous les leaders vont être dans cette marche-là. Et nous savons la peur que nos amis ont, même si c'est une marche qui est pacifique, mais nos amis ont très, très peur. Parce que l'idée dans leur tête de pouvoir se dire, à chaque fois quand M. Martin essaie de parler avec quelqu'un, ah non, on cherche l'argent. Monsieur, pendant 2 mois, je crois 3 mois, enfin l'année passée, à partir du mois de mars, on a visité combien de provinces? On a fait, que ce soit la Mongala, on est parti à Kisangani au mois de juillet, on est parti, Chouapa aussi, on y était, on a fait Mbandaka. Mais messieurs, sincèrement, vous me regardez et je vous dis un tout petit peu d'être sérieux ou de... Ok, qui paye tout ça? Les avions, les meetings que l'on fait, le matériel. Et vous pensez que aller avec 10 personnes à Lubumbashi pour une réunion de cet ordre-là, il faut que quelqu'un paye? Vous devez savoir que depuis qu'on a commencé la Mouka jusqu'à présent, tout ce qu'on a toujours fait,
tous les meetings qu'on a toujours, c'est peut-être qu'à l'époque, il y avait une espèce de pot commun, d'accord, pour partager un certain nombre des responsabilités, la presse, par exemple, quand on loue le matériel, mais ça a toujours été fait de cette manière. Soit chacun ramenait, ok, et on faisait le pot commun après avoir élaboré le budget, quelque chose que je fais assez souvent dans la MOUCA ou dans autre chose, et après on l'exécute. Mais dans ces cas, comme on a accepté de pouvoir y être, exactement comme en 2019 quand on est parti, je crois que c'est au mois de juillet, au présidium de la MOUCA, chacun prend sa part, prend ses gens en charge, les hôtels, les déplacements et autres. Sur quelle base on va donner à qui que ce soit l'argent? Je crois qu'il faut respecter les gens. Je comprends très bien ce que les autres sont en train de dire. Oui, on n'a peut-être pas grand-chose, mais on a toujours su s'assumer. De maintenant jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, on dit toujours « Ah, tel donne ». Il n'y a pas très longtemps, on faisait nos histoires. La plupart de nos amis étaient dans l'union sacrée. Donc, il faut qu'on se respecte un peu. D'accord. Là, on vous le conseille de... L'histoire de texte, pareil. Je crois que j'avais commencé avec cette histoire dès le départ, en vous disant en fait que le texte que l'on a ici, en gros, le texte martyr était déjà... Le quartier général de Moïse Katumbi qui a préparé les textes. Les textes allé simplement signer. Non, c'était pas ça. Je tente de vous répondre, mais bon, c'est beaucoup plus fort que vous. Vous êtes obligé quand même de faire votre boulot. D'accord, disons votre boulot, ou la mission qui vous est conférée. Bref, non. Donc, gentiment, je peux vous dire que ces textes, si vous regardez le dernier texte qui a été signé par 3 leaders, je veux dire, M. Martin, vous savez, M. Fayoulou, M. Mukwege, M. Matata, vous constaterez de vous-même qu'en fait, ça a servi, c'est ces textes qui a servi de base à celle-ci, donc à celui-ci plutôt. Donc, on ne voit pas par quel miracle d'autres le feraient. Donc, cette histoire est totalement fausse. Je sais que vous faites allusion à la photo qui a été tweetée par M. Francis Kalombo, mais moi, comme je l'ai dit dans une des émissions, moi, c'est quelqu'un que je respecte. Donc, je pense que peut-être que c'était une photo de consommation intérieure dans leur parti, parce que vous savez que dans les partis, il y a toujours ceux qui sont soit avec les boss, ceux qui vont. Et après, les gens l'ont sorti totalement de contexte, mais je ne pense pas que l'intention première de M. Francis Kalombo était de dire que c'est l'ensemble qui a fait le texte, parce que même ensemble, c'est que non, ce texte, il l'a jamais fait et que qu'il y a eu peut-être des petites corrections parce que chacun devait un tout petit peu adapter certaines lignes, mais les gens savent d'où ce texte a été fait. Et nous, vous remarquerez que même le premier texte qu'on a signé avec les autres leaders, à aucun moment, quelqu'un a brandi la feuille en disant, ou a brandi une machine en disant que c'est nous qui faisons le texte. D'accord. Venons-en au communiqué final, parmi lesquels vous avez dit la désignation consensuelle des animateurs de la CENI. La révision de la loi électorale, la récomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents de la République, la fin des arrestations arbitraires, libération de tous les prisonniers politiques, la fin des tueries dans le Grand Bandundu, à l'est de Kinshasa, dans le Grand Kivu, le Katanga et en Ituri. Conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification des électeurs pour la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. Nous unissons, je crois qu'on va revenir sur ça. Nous exigeons, enfin, vous avez fait les exigences que l'on a produites dans ces textes. Oui, j'ai fait un résumé. Allons point par point. Désignation consensuelle des animateurs de la CENI. Comment ça va se faire et dans quel délai? Merci beaucoup. J'aurais bien voulu quand même, parce qu'il y a quand même que vous commenciez au début en termes de préambule, parce que les gens doivent comprendre un tout petit peu comment on en est arrivé à exiger cela. D'accord. D'accord. Ce serait intéressant, je le parcours comme ça, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. N'oublions pas que la volonté primaire ou première, d'accord, qui nous a amené là-bas ou qui a amené le leader à pouvoir se voir et à pouvoir produire cette déclaration, c'est d'abord avant tout la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de notre nation et bâtir un état de droit fondé sur une véritable démocratie dans le respect de nos diversités. Ça, c'est la volonté première, d'accord? Après, il y a plusieurs considérations pour en arriver aux exigences. On a d'abord, première considération, je vais citer pêle-mêle, comme ça vous le savez, l'injustice, l'impunité, le népotisme, le tribalisme est devenu un mode de gestion par excellence du pouvoir politique actuel. On a la dégradation dramatique de la situation sécuritaire, économique, sociale et politique du pays, causée essentiellement par les déficits chroniques
de leadership et de gouvernance et des gouvernances des animateurs des institutions en place. Quelle autre considération? Enfin, on a l'insécurité généralisée, ça on l'a dit. Enfin, dans toutes les parties du pays, on parle de Kivu, d'Elituri, juste pour dire qu'on a à peu près 485 morts, depuis les débuts de l'année en Ituri. Rien que dans cette partie du pays. Et ça, c'est extrêmement grave. L'insécurité aujourd'hui au Maïndombe, Kwilu, une partie de l'est de Kinshasa. Le pillage systématique des ressources naturelles. Et on va dire le pays voisin qui cherche à tout prix à balkaniser ces pays à leur profit. On dit aussi la volonté affichée et inacceptable du pouvoir politique en place de violer constamment la Constitution et les lois du pays. Et d'autre part, d'instrumentaliser les institutions exécutives, parlementaires, judiciaires, fiscales et policières en vue d'écarter les candidats, ça je vous ai dit tout à l'heure, des candidats déclarés ou non à l'élection présidentielle, notamment par des propositions de loi discriminatoires, ainsi de suite. Et convaincu que la révision de la loi électorale, je vais revenir sur ça s'il te plaît, il est important que vous me reveniez sur ça, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une révision de loi électorale qui se présente. La loi électorale, bon, et on va dire même de revoir un certain nombre des articles de la Constitution, et c'est plutôt dans ça qu'on va revenir. Donc, convaincu qu'à la révision de la loi électorale ainsi qu'à la désignation des membres de la Commission électorale indépendante de la CENI et de la Cour constitutionnelle se sont déroulés en violation flagrante de la Constitution, des lois et règlements en vigueur, convaincu que le processus d'identification et d'enrôlement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en cours est un fiasco. Ça, de toutes les façons, je crois que M. Kadima lui-même l'a suffisamment dit, les imperfections et autres. Donc, l'intégrité du fichier aujourd'hui est sujette à caution. Ça, il n'y a personne qui peut le démentir. Donc, convaincu aussi que le niveau de corruption et des détournements des fonds publics par des acteurs politiques a atteint des proportions, mais inquiétantes, mais moi, je vais dire inadmissibles. Aujourd'hui, on parle, nous, dans les documents, on parle d'inquiétant et endémique. Alors, considérons aussi le train de vue scandaleux des institutions et des hommes politiques, le pillage, j'ai déjà parlé, c'est partant de tout ça, de constatations et des considérations que l'on a exigé au finish, c'est que vous venez de lire tout à l'heure, c'est-à-dire la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. Vous voyez, en fait, il y a une logique, en fait. Tout à l'heure, on vous a parlé de la violation flagrante de la Constitution en ce qui concerne les désignations des membres et autres, que ce soit la Cour constitutionnelle. Donc, nous exigeons cela et vous vous posez la question de savoir quel est le timing pour quel délai. Vous avez à peu près posé cette même question la dernière fois. Je vous ai dit, en réalité, le dire, c'est de dire, bon, écoute, il n'y a plus de temps, le train est en marche, avançons, allons-y. Parce que maintenant, si vous exigez cela, vous vous érigez en barrière pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Je comprends très bien votre raisonnement. C'est un peu contradictoire. Mais je vous rappelle que ça nous fait déjà plus d'une année que nous le disons, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, hein, la MOUCA, nous le disons depuis. Vous vous rappelez, c'est-à-dire, concernant la loi électorale, nous avons proposé notre monture qui n'a pas été prise en compte, tant mieux. Donc nous le dénoncions depuis et nous disions, trouvons un consensus. Et quand nous parlions de consensus, et je l'ai dit ici avec votre patron, l'émission que j'ai fait avec M. Bossembe, j'ai dit cela, que nous étions en train de demander de pouvoir parler pour que l'on trouve un consensus. Et pour cela, nous voulons que les parties prenantes, et j'avais cité même, je pense, dans son émission, même la dernière émission qu'on a fait ensemble, j'avais cité, en ce qui nous concerne, ce que l'on appelle les parties prenantes. La plupart des partis aujourd'hui sont dans l'Union sacrée. On commence, on va dire, Union sacrée, un bloc, on va dire la MOUCA, un bloc, on va dire FCC, peu importe, même si la grande partie du FCC aujourd'hui est dans l'Union sacrée, parce que les deux, ils sont à peu près pareils, on va dire FCC et la société civile, bien sûr. À l'intérieur de la société civile, on a les confessions religieuses, d'accord? On se met autour et on discute. Et on discute. On discute de... Mais vous venez, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. On discute des animateurs de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Voilà, on discute. Mais parce que c'est... Attends, quand on dit processus électoral... On discute de quoi? Mais c'est de ça. Aujourd'hui, on est en train de vouloir parler des élections consensuelles. Quels sont les organes, enfin, on va dire, ces institutions, que ce soit la CENI, la Cour constitutionnelle, et aujourd'hui la loi électorale, mais c'est l'ossature même du processus électoral. Si tout est unicolore, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul bloc, excusez-moi, il n'y a qu'un seul bloc qui se retrouve dans ces institutions. Nous l'avons dit depuis le début, que
la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, nous l'avons dit, le président a tweeté, on a fait toute une conférence sur ça. Enfin, je veux dire, on a fait, ouais, il y avait un point de presse organisé quand M. Félix a, entre guillemets, enfin, on va dire, ce qui a été nommé le membre de la Cour constitutionnelle. On a dit que c'était en violation de la Constitution. C'est lui qui était là à la tête de cette Cour constitutionnelle, l'avocat. Vous vous rappelez qu'on avait dit que quand il est entré en violation de la Constitution, il est ressorti pareil. Après le procès 100 jours, ça a été une espèce de récompense et on sait ce qui s'est passé, in fine, à la fin. La loi électorale, pareil, quand on a voté cette loi, ceux qui ont été à la base, excusez-moi, ceux qui ont été à la base de cette loi, entre autres, monsieur Samba, il a dit est-ce qu'on peut rester sous la Cour constitutionnelle? Il a dit, des membres de la Cour constitutionnelle. Excusez-moi. Sinon, excusez-moi. Si on emballe le tout, on ne sera pas. Non. On ne sera pas transmettre. Non, si on rentre dans les détails, par contre, on va perdre énormément de temps. Parce que sinon, c'est pour éclairer l'opinion. Non. Si on fait pareil, si on fait pareil. Non, ici on a survolé. Je tente de vous donner. Ici on a survolé. Bon, je vous donne l'esprit de la déclaration. Votre question était très simple. Pour quel délai? Et je vous dis que ne me parlez pas de délai aujourd'hui, parce que nous le disons depuis. Tout ce que j'étais en train de faire, c'est étayer qu'en fait, ce n'est pas une nouvelle demande. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. D'accord? Il ne faut pas en faire un problème. Et nous disons qu'en 2 semaines, on peut boucler tout cela et faire les élections à temps. L'idée aujourd'hui du pouvoir est en 2 semaines, on remplacerait les membres de la constitutionnelle. On vous dit ceci. En 2 semaines, on va revoir les membres des organes de la CENI. Je vous le dis. Tout ça, en 2 semaines. Tout est question de volonté. Si on veut le faire, on va le faire. Si l'idée est de faire les élections que j'ai dit, impartiales, transparentes, apaisées, bon, on peut ajouter le mot inclusive à l'intérieur. Si on veut qu'après ces élections, à la proclamation, que la situation soit apaisée, quand on dit le mot apaisé, là, c'est pour dire qu'il y ait moins de réclamations, en tout cas qu'il n'y ait pas de grandes réclamations, que nous acceptons. Je crois que vous connaissez l'exposé de motifs de notre Constitution. L'exposé de motifs qui dit que, voilà, depuis 1960, notre pays connaît des crises récurrentes, dont l'une des causes principales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Bref, vous connaissez cela. D'accord? Aujourd'hui, vidons ce prétexte. Ouais. Parce que si nous ne faisons pas les choses correctement, vous allez me poser la question de savoir, bon, vous avez accepté d'aller aux élections, on sait comment ça va se terminer, vous allez encore créer la vérité des urnes. Faisons les choses correctement, mais nous, ça fait plus d'1 année qu'on le dit. Évitons un vide, le vide que nous sommes en train de passer. Évitons d'avoir aujourd'hui dans notre pays des armées, qui interdisent à notre armée de pouvoir mettre le pied dans notre pays. Votre combat est compréhensible, en tout cas du point de vue clair. Voilà, nos revendications sont claires. C'est clair. Et maintenant, libre à l'autre parti, parce qu'en fait, c'est que je voudrais quand même que, puisque vous êtes des légalistes aussi, vous êtes des républicains, je voudrais que votre demande s'inscrive aussi dans le respect de la loi, parce que la désignation des membres de la CENI, de la Cour constitutionnelle, respecte une procédure légale. La Cour constitutionnelle, par exemple, vous connaissez la procédure. Comment ça va se passer? Parce que les membres doivent venir de différentes institutions. Comment ça va se passer? Je recommence. Vous avez tendu déjà, vous avez commencé cette histoire tout à l'heure, enfin, quand j'étais en train de réfléchir, et vous voulez qu'on revienne uniquement sur la Cour constitutionnelle. Non, pas simplement. Non, écoutez, je vous ai dit, moi, vous m'avez posé la question sur les détails, sur le délai. Procédure légale. Je vous ai légale. dit qu'en 2 semaines, on peut boucler. Procédure légale. Loi électorale. Il faut qu'on rende à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est aussi, regardez. CENI, il faut qu'on aille à la confession religieuse. Monsieur, alors, si vous me parlez que de la légalité, monsieur Félix a toute la légalité. Ça n'empêche pas aujourd'hui qu'en fait, une grande partie de notre pays soit aux mains des autres personnes et qu'une armée, l'armée nationale, le FARDC, soit interdite. Il est légal d'être le président de la République. Parmi ses missions, vous connaissez les missions d'un président de la République, vous connaissez les missions d'un chef d'État, d'un chef d'armée, c'est-à-dire un chef suprême, commandant suprême des armées. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant d'armées dans notre pays? Ça aussi, c'est de la légalité. Vous ne pouvez pas parler de cela. Vous ne voyez pas, vous êtes en train de me dire, non, mais excusez-moi. C'est pas le sujet du jour. Non, si, c'est le sujet. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est quoi? Et que ceux qui sont là sont légaux. Parce qu'ils ont la légalité avec eux. Très bien. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Non, écoutez, pas compris. Je peux répondre à ma question. Excusez-moi. Moi, c'est ma réponse. Je peux répondre à ma question. Peut-être que vous ne comprenez pas ma réponse. Vous êtes en train de me dire. La question que je pose. Vous ne répondez pas à ma question, en fait. Merci beaucoup. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous, dans votre démarche, vous pensez... Vous avez dit que j'étais légaliste au départ. Voilà.
Très bien. Continuez votre question, Justement, comme ça je vais refaire ma réponse. Justement, vous êtes légaliste, et donc, dans cette optique, vous ne pouvez pas violer la loi malgré vos Il faut qu'on revendications. vous rappelle le nombre des violations des lois qui ont été... Alors, excusez-moi. vous souhaitez qu'on viole Je la vais loi prendre- puisque, je vais prendre un truc. C'est pas parce qu'il viole tout le temps, parce que en fait, vous me passez pour un légaliste et vous acceptez. Par quel miracle on a changé la majorité à l'Assemblée nationale? Par quel miracle? Disons que ceux qui votent les lois, tout ça, par quel miracle? Expliquez-moi. C'est que dit le règlement Je intérieur, vais pas revenir le règlement là-dessus. d'ordre intérieur de l'Assemblée. là-dessus, mais la Cour constitutionnelle s'était prononcée là-dessus. Merci beaucoup. on peut Donc plus voilà. revenir. Ah, On peut plus donc revenir. pour vous, La Cour non, s'était prononcée. excusez-moi. Pour vous, on viole la Constitution, on viole le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale par ceux qui sont censés faire même ces lois-là, et vous me revenez encore avec cette même Cour constitutionnelle et vous dites, ah, elle a déjà dit, et c'est déjà prononcé, et donc dans ces cas, personne n'a encore le droit de pouvoir parler. Et vous me demandez à moi, citoyen congolais, pour qu'on ne retombe pas dans ces genres de choses où en fait la violation de la loi, de la Constitution est admise, acceptée par des gens qui ont été nommés de manière cavalière et donc du coup ils répondent aux ordres. Voilà pourquoi pour vous ça ne représente pas un problème qu'on ait violé. Il faut d'abord le prouver. Ah, parce que pour vous ça, Il faut le prouver. Soit que, vous comprenez. voilà. Excusez-moi. Je vous comprends très bien. Non. Merci beaucoup. Moi, je vous ai posé une question, vous n'avez même pas donné une réponse Non, par rapport à ici, ça. c'est moi qui La le seule- reçois. Non. C'est pas le fait que vous me C'est moi recevez. qui le reçois. Excusez-moi. C'est Le pas le public. fait que vous me recevez que ça empêche que, de manière civilisée, nous échangeons. Je ne suis pas là que pour répondre. Sinon, ça ne serait, écoute, on n'est pas dans un tribunal ici, ça n'a aucun sens. Nous devons échanger Vous voulez me poser ces pour que questions. les téléspectateurs puissent nous suivre. Vous posez aussi des questions. Je reviens globalement. On revient là, je crois qu'on s'est un tout petit peu amusé. Je reviens globalement dans ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Nos exigences sont très claires. En ce qui concerne le timing, je vous ai dit, en 2 semaines, nous pouvons bloquer. Nous pouvons boucler tout cela. Donc, Je vous ai déjà compris. Moi, c'est que je veux simplement que vous me prouviez que vos revendications, vous respectez la procédure légale. C'est simplement ça ce que je demande. je viens de vous dire tout à l'heure en ce qui concerne la légalité. Soit vous voulez qu'on avance, soit vous voulez qu'on continue de tourner autour de Parce pot dans que cette quand je histoire-là. pose la question, vous me rappelez que le pouvoir ne respecte pas la loi. Je ne comprends pas très bien. Moi, ce que je veux... Sun City, en venant ici, en faisant ce qu'ils ont fait jusqu'à trouver cette constitution, respecter quelle légalité, puisqu'ici, il y avait un parlement. En quel titre ces leaders se sont retrouvés là-bas, discuter du pays et revenir ici et venir le faire valider par le Parlement de transition? Par quel miracle? Donc, messieurs, quand je vous dis, la constitution que vous avez aujourd'hui, vous savez, elle émane de quoi et de comment? Quelle était la légalité de Sun City? Si vous voulez me dire que tout doit être conféré dans ce qu'on est en train de dire. Donc, s'il vous plaît, ne nous égarons pas. Je suis en train de vous parler. Les Congolais peuvent décider souverainement de pouvoir parler. Et dans cette légalité-là, si vous me dites légalité, et moi je violant vous... la Constitution. Vous avez... En violant la des Constitution. Mais c'est même la Constitution qui dit, les crises récurrentes depuis 1960, je vous ai parlé de l'exposé des motifs. L'une des causes principales de crise que nous avons dans ce pays, c'est la contestation des institutions et de leur légitimité. Voilà. D'accord? Je suis Donc, d'accord. quand on vous dit, on parle de la légitimité là-dedans. Parce qu'on a toujours brandi la case légale. Ah, c'est qu'on fait illégal, c'est qu'on fait... Mais on vous parle de la légitimité aussi là-dedans. C'est ça que la Constitution est en train de dire. Qu'est-ce qui est plus important? Je vous dis... La légalité ou la Non, légitimité? je vous ai parlé de l'exposé de motifs de la Je Constitution. suis d'accord avec vous. Mais alors, quand la Constitution le parle, vous me posez la question, qu'est-ce qui est bien? La légalité ou la légitimité? N'oubliez pas que le code noir, vous savez, en ce qui concerne les esclaves et tout le reste, était légal parce qu'en fait, ça a été voté. Et tout ce qui s'est passé pour vous était normal parce que c'était légal. L'esclavage, tous les affres, tout ce qu'on a aujourd'hui en termes des affres et les atrocités que cela a commis, pour toi, parce que comme il y avait le code... Non, mais excusez-moi. Donc, comme c'était légal parce que les autres ont voté, et comme c'était légal pour vous, c'était normal de pouvoir faire cela. Faites attention avec la légalité, monsieur. Bien sûr que nous sommes en démocratie, et je comprends très bien ce que vous dites, mais n'opposez pas les deux choses en disant qu'est-ce qui est important, est-ce que la légalité ou la légitimité? C'est que je suis en train de vous dire que c'est si. Vous avez parlé aussi Évitons. de la Nous révision revenons. de la Constitution. Je sais que... Quels articles Non, de on va la revenir sur ça, on revient. La seule chose que je vous dis en ce qui concerne
les exigences que nous sommes en train d'exiger. Nous rappelons, parce qu'en fait, vous avez dit aussi, il y a à l'intérieur, bien sûr que vous n'avez pas la récomposition de la CENI, mais n'oubliez pas l'audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement, la présence des observateurs internationaux, la fin des tueries, par exemple, dans le Grand Kivu, Grand Katanga, tout ça, par exemple, la fin des tueries. Je vous ai parlé tout à l'heure de M. Félix et de ses rôles en tant que chef d'État, en tant que commandant suprême de l'armée, mais là, c'est l'échec cuisant. On reviendra peut-être dans ce que M. Kagame a dit, si on a le temps. Ce que j'aimerais comprendre, ce que j'aimerais simplement comprendre, c'est ça. C'est ceci, M. Lexus Légal, M. Alex Dende, je veux le dire. Ce que vous demandez, qu'on puisse revenir sur la CENI, sur les organes de la CENI, sur la Cour constitutionnelle. La récomposition de la Cour constitutionnelle. Ouais. Tout à fait, la Cour constitutionnelle et la loi électorale, qu'on le fasse sans pour autant, c'est-à-dire on aille un peu outre la Constitution, ça on peut... vous voulez qu'on vous le concède, alors on va vous le concéder. Mais qu'est-ce qui dérange dans la loi électorale? Quels sont les éléments, quelles sont les choses qui vous dérangent, vous, dans l'opposition, dans cette loi électorale? C'est quoi le mal? Je reviens encore dans ce que j'étais en train de vous dire. Je suis en train de faire un effort accru. Mais quand j'ai dit accru, de pouvoir rester et d'expliquer un tout petit peu le texte. Tout à l'heure, vous avez parlé de délai, je vous ai dit. Tout à l'heure, vous m'avez ramené, vous étiez même prêt à me ramener dans la désignation, comment ça se compose. Après, vous êtes réfugié sur le timing et la légalité et la légitimité. Oui. Et là, vous me revenez, vous dites, bon, on ouvre la loi électorale, qu'est-ce qui vous gêne? Je vous renvoie tout simplement, par exemple, à la grande émission que M. Délice Essanga a fait et a démontré, quoique nous-mêmes, nous l'avons aussi fait, le président, et lui l'a suffisamment démontré. Mais en tant que journaliste, regardez cette émission, vous saurez exactement qu'est-ce que l'on reproche à cette loi. N'oubliez pas que M. Sessanga a fait partie des G13 plutôt. Bon, maintenant, il n'y a plus des G, les 13 sont éparpillés partout. Et en fait, ils ont porté cette loi. Nous, ça correspondait un tout petit peu presque à 90% de ce que nous proposions. Donc, à ce moment, on a dit, bah, écoutez, avancez. OK, vous êtes d'accord avec nous dans cette histoire-là. Et malheureusement, aujourd'hui, vous vous rappelez, dès que cela a été voté et surtout promulgué, M. Sessang est sorti, vous vous rappelez ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, ça ne ressemble en rien. On sait qu'il s'appelle, quoique quand vous apportez la loi, vous déposez, elle n'est plus la vôtre, l'Assemblée est entre guillemets souveraine pour pouvoir avancer dans cette histoire-là, mais ça ne ressemblait plus à rien. Plus à rien. Donc, si vous voulez les détails de la loi, je peux revenir exactement dans une autre émission, on parle de ce qui ne va pas dans cette loi. Pour l'instant, on vous dit que ça fait partie de nos exigences. Entre nous, les acteurs, nous comprenons dans ce que nous sommes en train de dire. Quand on dit que c'est une loi qui est à peu près sur mesure, nous savons ce que nous sommes en train de dire. D'accord? Donc, avançons un tout petit peu, sinon on n'aura pas le temps de terminer le reste. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. Quel candidat président est caution à cette instrumentalisation des institutions? Écoutez, le texte a été conçu, comme vous le savez, le texte a été conçu, il y a 4 signataires. Donc, en fait, dans ces 4 signataires, vous avez à peu près, chacun aussi vient avec un certain nombre des demandes et vous devez trouver un consensus pour pouvoir émettre un texte ensemble. Comme ça, les gens signent et les gens se disent. Donc, quand vous le dites en ce qui concerne cette exigence, la fin des arrestations arbitraires, c'est ça? Oui. C'est de ça qu'il s'agit ou il y a autre chose? Non, instrumentalisation des institutions. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. Parce que pour certains, il y a une évidence, c'est-à-dire il y a des gens qui sont candidats et que depuis lors, nous, on est pour l'indépendance de la justice et que la justice puisse faire son travail, mais c'est que nous constatons et que ça dure depuis et que les gens qui doivent être mis en accusation ne les sont toujours pas et on ne sait pas exactement où est-ce que ça va parce que nous aussi, nous aimerions, au nom du peuple congolais, je crois que la justice est rendue au nom du peuple congolais, nous aimerions savoir les affaires que l'on reproche aux uns et aux autres et qui sont candidats, qu'est-ce que cela devient. Après, on peut revenir sur cette histoire aussi de la loi, sur la proposition de loi sur la congolité. Comme nous le disons, il faut peut-être comme ça peut apaiser tout le monde. On ne peut pas rompre la discussion. Que les gens se disent, ah ben tiens, il faut peut-être parler de ça. Nous, on n'est pas contre la discussion, on n'est pas contre... Vous n'êtes pas contre cette initiative? Non. Vous n'êtes pas contre? Je choisis mes mots, s'il vous plaît. J'ai dit, on ne peut pas rompre la liberté des uns et des autres de proposer ce qu'ils veulent proposer et surtout de pouvoir en parler. Mais nous disons, peut-être que le moment est mal choisi, que les esprits sont surchauffés. Nous sommes d'accord que, en tout cas en ce qui nous concerne, la Constitution gère très bien ces problèmes. D'accord? Mais si le Congolais estime qu'il faille encore très bien protéger cette fonction ou autre,
et que ça soit réellement le Congolais, mais on peut en parler. On peut en parler, mais dans ces cas précis, ben, il faut des focus group. On doit consulter d'abord le Congolais eux-mêmes. Parce que c'est suffisamment important. Le Congolais, cette assemblée, pour nous, n'a pas la légitimité nécessaire de pouvoir discuter de cette question. Excusez-moi, je terminerai. L'assemblée n'a pas la légitimité nécessaire. Une assemblée qui a changé, comme on dit, la majorité en cours de mandat comme ça, de législature. Nous ne pensons pas que cette assemblée voilà, on sait pourquoi les palissades sont arrivées, l'argent qui sort, ainsi de suite, elle n'est pas légitime pour pouvoir discuter de cette question. Consulter les Congolais, on peut même aller jusqu'au référendum parce qu'on estime que c'est très important. Mais dans ça, attendons peut-être la fin des élections. Le nouveau président qui sera élu par un processus que l'on dit impartial, transparent, inclusif et apaisé, ce président et les députés qui vont venir, comme on le sait en 2024, seront, si le processus se passe très bien, tous ces gens seront suffisamment légitimes pour pouvoir en discuter. Consulter d'abord le Congolais, parce que le Congolais doit parler de cela, et à la fin revenir. Pour le faire maintenant, en ce qui nous concerne, vous devez savoir que le faire maintenant, chercher à discuter de cette proposition de loi maintenant, pour nous, cette loi d'abord, cette proposition de loi, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Je sais que vous allez dire, ceux qui se sentent, quand tu dis, ceux-là se sentent lésés. Mais pour apaiser l'opinion, pour faire en sorte que chacun puisse se présenter, que le Congo, les Congolais décident réellement de son devenir, n'éliminons pas les uns et les autres. D'accord? Parce que la Constitution légère, faisons en sorte que chacun dépose sa candidature et qu'en fonction de ce qu'il y a dans la Constitution et surtout de ce que la CENI reconnaît, parce que, même si c'est blanc, on doit pouvoir retoquer, que tel ou tel puisse être éligible ou pas, il y a des conditions d'éligibilité dans cette histoire. Vous savez qu'il y a des conditions. Vous savez qu'il y a des conditions. Katumbi sait exactement ce qu'il fait. Il n'a pas la même conviction que moi. J'ai toujours été écœuré par ceux qui font de la politique pour de l'argent. Ça, c'est Martin Fayulu, à un moment donné, quand Moïse Katumbi quittait la coalition Lamuka pour l'Union sacrée lors des consultations. Il dit: j'ai toujours été écœuré par ceux qui font de la politique pour l'argent. Est-ce que ces propos peuvent toujours tenir de M. Martin Fayulu à l'égard de Moïse Katumbi aujourd'hui? Je termine d'abord ce que je disais tout à l'heure, et puis je reviens dans ce que vous étiez en train de dire. Ce que j'étais en train de dire est qu'il y a des conditions d'éligibilité que nous connaissons. Laissons chaque candidat pouvoir déposer sa candidature. D'abord, trouver un consensus dans ce que je vous ai dit, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, la composition du bureau de la CENI. On n'est pas en train de dire il faut éjecter Kadima, elle ne vient pas de nous, elle vient de la société civile des confessions religieuses. Trouvons, en ce qui concerne le bureau de la CENI, un consensus pour que ce ne soit pas un seul bloc qui gère tout. D'accord? Et à partir de là, on va examiner, quand les candidats vont pouvoir déposer leur candidature, les conditions d'éligibilité, et puis en avant. Et puis après, on présente aux Congolais. Le Congolais, il faut leur donner le choix. Une pluralité des choix. Comme ça, les Congolais pourront se décider. Et la personne qui sortira vainqueur de ces élections, qui sera élue, si la vérité des urnes est respectée, sera respectée par tous les Congolais. D'accord. 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 Alors, à propos de ce que M. Fayulu disait il y a quelques mots, est-ce que c'est toujours, ça tient toujours, ou bien c'est dépassé? M. Fayulu n'est pas quelqu'un qui se rétracte dans ses propos. Comme vous avez dit, il y avait un contexte, il y a un temps. Il l'a dit et il l'a assumé. Pourquoi vous vous sentez offusqué dans ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut choquer dans ce qu'il est en train de dire? Il parle déjà de M. Moïse Katumbi tout à l'heure. Qui fait la politique pour de l'argent. Tout à l'heure. Ça tient toujours ou bien c'est J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question des autres que vous faites porte-parole. Vous avez posé la question en disant clairement qu'on a dit que là-bas vous avez même été payé, on vous a pris en charge, on vous a pris ceci. Il s'agit d'argent là. Il s'agit d'argent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et quand je vous ai dit que ce n'était pas le cas, pourquoi vous avez fait allusion à l'argent? Parce que dans votre esprit, vous vous dites, je le dis comme ça, donc aller à Lubumbashi, faire une réunion avec M. Katumbi, donc forcément l'argent a circulé. Il vous a reçu. Mais monsieur, dans la déclaration que vous dites... Il vous a reçu, c'est clair. Il ne nous a pas reçu, monsieur. C'était le point de rencontre de réunion. Parce que si le mot recevoir veut dire loger les gens, héberger, vous tombez encore dans ce que vous dites. Donc, M. Martin a raison. Il vous a dit qu'il est écœuré. Merci de lire ce que vous avez dit. Parce que ça ne fait pas partie de ses convictions. Il ne fait pas la politique pour l'argent.
Il parlait de M. Moïse Katumbi. Mais je suis en train de dire ce que monsieur Martin a dit. Et je l'oppose à ce que vous venez d'affirmer tout de suite qu'il vous a reçu. Et je vous ai dit non, c'était le point de la réunion. Cette réunion aurait pu s'organiser en Bujimaï. Vous aurez dit quoi? Vous aurez... Ah, c'est encore M. Moïse qui a payé. Non. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. D'accord. On comprend que vous évitez quand même cette non, question. non, je vous ai répondu, monsieur. Je vous ai très bien répondu. Monsieur Martin n'est pas quelqu'un qui se rétracte. Donc, ces propos sont toujours, ne sont pas révolus. Tout comme plusieurs propos qu'il a dit de ces pays, tout comme il a dit que monsieur Félix n'a pas gagné les élections, il a été nommé, il n'a pas menti. Tout comme il a dit aussi que, voilà, monsieur Kabila a laissé la balkanisation à un point donné, c'est les 50 ou 60%, et aujourd'hui, nous en sommes, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez Monsieur Fayulu a aussi dit pendant un moment, dans l'affaire Boukangalonzo, il avait dit qu'il s'agit d'une escroquerie, la plus grande escroquerie d'État. Et si on s'en tient au rapport de l'IGF qui a parlé que le Trésor public a débloqué 285 millions de dollars pour le parc de Boukangalonzo, mais d'après l'enquête de l'IGF, seuls 80 millions auraient réellement servi de projet. Le sénateur Matata Ponyo est l'auteur intellectuel de la débâcle selon l'IGF. Je ne suis pas là pour défendre M. Matata Ponyo. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, j'ai compris votre question. Vous commentiez cette... Non, j'ai compris très bien. C'est que M. Martin Fayulu a dit, je n'ai pas forcément, je n'ai pas lu ce que vous avez dit, mais c'est qu'il a dit que c'est la plus grande escroquerie. Je crois qu'il a même upgradé depuis un moment. Parce que combien d'argent vous avez dit en ce qui concerne Boukangalonzo? 285 millions. Le projet 100 jours, c'est plus de 600 millions de dollars. C'est pas rien, Le projet de 100 jours. Non, excusez-moi. Pas la question. Non, excusez-moi. Ça, c'est notre projet. 600 millions. Excusez-moi, messieurs. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui. Si Boukangalonzo, c'est 280 millions de dollars, et que M. Martin Fayulu a parlé de la plus grande escroquerie, alors je crois qu'il a encore trouvé des mots beaucoup plus forts. C'est-à-dire que ça, le projet des 100 jours avec plus de 500 ou 600 millions détournés, même avec un procès, quelqu'un mis en accusation, condamné, et par un miracle incroyable, on oublie tout, on recommence à zéro, et on refait un gouvernement. Et les mêmes acteurs... Là, vous parlez 100 jours. Vous allez ouvrir ma question après. Je suis dans votre question, je vous réponds. C'est-à-dire que M. Martin a trouvé encore des mots beaucoup plus forts pour qualifier ce qui s'est passé. Donc, si Boukangalonzo était la plus grande escroquerie, ça c'est le plus grand hold-up financier des acteurs étatiques, des amis organisés en bande, pour saigner les caisses de l'État. Si Boukangalonzo était la plus grande escroquerie, il faut avoir le chiffre concernant RAM. Vous vous rappelez des RAM? Vol à ciel ouvert des acteurs, des dépositaires de l'autorité de l'État à un peuple. Tout le monde a vu et personne. IGF, là, qui a cité monsieur, parce qu'ils ont cité monsieur Matata, IGF n'arrive pas à produire un rapport sur RAM. Donc, qu'on n'arrive même pas à condamner. Qui n'arrive pas à condamner? Je ne comprends pas. Vous-même, vous n'arrivez pas. Condamner quoi? RAM? Parler le RAM? De Boukangalonzo. Excusez-moi, mais vous avez dit que... Vous n'avez pas évoqué ça. Mais monsieur Martin, mais c'est monsieur Martin que vous avez cité au départ. Tout à fait. Mais alors, il a dit. Mais j'aimerais que vous... Non. J'aimerais que vous, les gens que vous représentiez, où en est-on avec ces procès? Où en est-on avec Boukangalonzo? Mais vous avez cité M. Matata. Pourquoi jusqu'à présent, M. Matata n'est toujours pas jugé? Qu'est-ce qui se passe chez vous? L'IGF a produit un rapport. L'IGF qui n'arrive pas à produire un rapport sur le casse du siècle. Mais excusez-moi, papa. Comment est-ce que la justice va juger M. Matata pendant que vous demandez ce que... Non. Écoutez, c'est communiqué sorti aujourd'hui. C'est communiqué sorti cette semaine. Il n'y a pas longtemps. Non, le communiqué sorti la semaine passée. Oui. Mais depuis quand vous avez... Vous ne protégez pas? Je ne vous comprends pas. Je recommence encore. Oui. Ça fait un moment que vous êtes sur ce dossier. Oui. Monsieur Martin s'est déjà prononcé que c'était la plus grande escroquerie dans les temps. Parce que depuis lors, les régimes actuels ont fait mieux que ça. Mieux. Jugez même ce qu'il a dit, ce que ces régimes a dit qu'ils étaient... Vous savez, le mot vol intellectuel ou détournement intellectuel, que vous citez là-dedans, a été d'abord cité dans le procès de 100 jours contre monsieur Caméré. D'accord? Je suis d'accord avec. Où en sommes-nous avec ça? 0 personne arrêtée. Je me répète encore pour dire, si vous avez des éléments contre M. Matata, que c'est que j'ai cru, et qu'il est au Congo, et que votre justice existe encore, d'accord? Depuis ce temps, c'est communiqué,
a été signé et Vous lu. parlez de l'instrumentalisation de Excusez-moi, la mais justice. oh papa, j'ai dit ceci. Est-ce que vous C'est communiqué. Vous ne voyez pas que vous protégez... C'est communiqué, c'est la semaine passée. Mhm. Est-ce qu'on se comprend? Depuis lors. Et c'était même avant que M. Matata se déclare candidat à la présidence de la République. Vous l'aviez depuis. Pourquoi vous n'aboutissez pas? Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Nous tous, on veut savoir. On veut le savoir. C'est là qu'on parle de l'instrumentalisation. Si vous avez les éléments de preuve que telle personne est impliquée dans tel dossier, vous me permettrez que je n'ai pas encore évoqué mon ami Idenko qui est en prison. On va revenir sur ça. Si telle personne est impliquée, comme vous le dites, M. Martin s'est déjà largement prononcé sur ça, que c'est la plus grande escroquerie, et que la justice aurait des preuves contre M. Matata. Pourquoi jusqu'à présent M. Matata, avant même qu'il soit déclaré candidat, vous l'aviez déjà comme, il est justiciable comme tout le monde. Il est encore même jusqu'à présent. Donc si le procès ne se déroule toujours pas, ça devient l'instrumentalisation. C'est là le sens de ces mots. C'est-à-dire que si vous aviez de preuves et que vous devez mettre en accusation, de la personne est là, vous devez le ramener en procès. Mais si vous ne le faites pas, ça devient de l'instrumentalisation parce que vous avez des preuves et vous ne ramenez toujours pas la personne en procès. Ce sont vos réponses. Donc, je ne vais pas insister que vous répondez comme tel que je Non. Et Et puis, vous savez que je ne répondrai jamais comme vous le voulez. Moi, je vous ai donné des réponses. Des 280 millions. Monsieur Matata, comme je suis en train de le dire, avant qu'il soit candidat, vous aviez déjà des éléments de preuve d'après l'IGF. L'IGF a mis ces éléments de preuve à donner à la justice. On est d'accord? La justice devrait faire son travail. Si la justice ne le fait pas jusqu'à présent, ça devient de l'instrumentalisation. C'est tout. Ça, c'est simple. Maintenant, en ce qui concerne le procès de 100 jours, n'oubliez pas que c'est le double du montant ou des chiffres déboursés. Et ça, on a vu même des coupables. Dans ça, on a vu des coupables. Le procès était un show. Paix à son âme, le juge Yagni. Parti pour rien. OK? On a refait le gouvernement, les amis se sont récomposés et personne ne parle. Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Au moins, Boukangalonzo, on peut dire que ce n'était pas assez frais dans notre tête. Nous deux, on n'était pas dans ce plateau. Mais on a vécu le projet, on a vécu 100 jours, on a vécu RAM. Où est parti l'argent? On connaît qui était à la tête de RAM. Vous avez appris ce qui s'est passé avec cette université à Mbujimaï. Je peux poser aussi une question, monsieur Alex. C'est des questions que vous posez depuis lors, parce que vous ne répondez à aucune de mes questions. J'aimerais que je poser aussi une question. Vous ne répondez à aucune de mes questions, mais c'est pas grave. Vous m'arrêtez plus souvent. Alors, monsieur Sessanga, Deli Sessanga, une personne qui a battu campagne pour monsieur le président Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018. Une personne qui a été avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Il a été dans la rébellion. Alors, comment trouvez-vous la trajectoire politique de monsieur Sessanga? Comment trouvez-vous sa trajectoire politique, personnellement? Ce serait la même question si vous me posez aussi comment je trouve la trajectoire politique de M. Félix Tshisekedi. Bon, je ne suis pas M. Deli Sessanga, je ne suis pas dans son parti politique. Je vais éviter de me prononcer sur cette question parce que je crois qu'ici, vous pouvez recevoir quelqu'un qui est dans son parti. Sinon aussi, vous voulez me poser la question sur la trajectoire politique de M. Moïse Katumbi. Il n'y a pas très longtemps, il était encore dans l'Union sacrée. Il n'y a pas très longtemps, M. Félix nous présentait M. Kagame comme étant son frère, un allié nécessaire et même fiable. Donc, enfin, bref. Si vous me posez cette question, vous savez qu'on peut s'étaler longtemps, mais je ne suis pas là pour répondre de monsieur. Donc, vous ne voulez pas répondre. En tout cas, je vous ai donné une réponse. Donc, sinon, on va s'étaler sur le parcours de chaque leader. Après, moi, si vous me demandez le parcours de monsieur Martin Fayoulou, c'est avec plaisir que je vous donnerai la cohérence et surtout la constance jusqu'à présent. D'accord, on prend l'opinion à témoin que vous ne voulez pas parler du cas de M. Deli Sessanga. Si vous me demandez le parcours de M. Sessanga, voilà. Allié, voilà moi, en tout cas, en ce qui me concerne pour une première fois. Enfin, vous savez que moi, je suis arrivé dans ça depuis 2018, que je me suis, quand je m'étais prononcé candidat, d'accord, et que je travaille avec M. Martin Fayoulou, je peux vous dire, au-delà des réunions, quand G13 venait encore à Faden, quand on tentait de converger nos vues, à cette époque-là, je crois qu'il y avait encore M. Mouyaye à l'intérieur, quand il venait encore à Faden et tout le reste, pour parler d'un certain nombre de choses, surtout aussi sur la loi électorale, parce qu'il portait cette loi. Je crois que c'est la première fois, en réalité, que j'ai un document en main, personnellement, et que j'ai vécu de l'intérieur, et que j'ai organisé un certain nombre de choses à Lubumbashi, où est la signature de M. Deli Sessanga. Donc, à partir de là, c'est une page qui commence, OK,
Mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Je vous ai dit, si on rentre dans ça, il va falloir se prononcer sur tout le monde. Alors, pour finir, parce que la régie nous dit qu'on n'a plus le temps, on doit chuter. Pour finir, Monsieur Alex Tende, si vos revendications ne sont pas prises en compte, que va-t-il advenir? C'est la dernière question. D'abord, pour finir, laissez-moi m'acquitter encore de mon petit devoir que je fais ces temps-ci. C'est de demander la libération de notre ami Delcat Idenko. Bien sûr qu'il est avec un compère à l'intérieur de la prison, comme je l'ai dit la dernière fois, arrêté depuis 2021, en décembre. Jusqu'à présent, cet artiste, à cause d'une chanson, est passé devant un tribunal militaire et il a écopé de 10 ans de prison. Et ça, c'est inacceptable. Je le dis encore, les artistes ne sont pas des souffres-douleurs. Que quelqu'un nous prouve aujourd'hui, noir sur blanc, que comment s'appelle, l'état de siège est efficace. Sinon, EAC ne nous prendrait pas nos terres. Sinon, EAC ne serait pas aujourd'hui le soutien du Rwanda, sinon le président du Rwanda ne sortirait pas au grand jour. C'est comme M. Martin Fayulu a toujours dénoncé, ses visées expansionnistes, et aujourd'hui il nous parle de terre. Je crois qu'on l'a suffisamment dit. Donc c'est comme M. Idenko a dit dans sa chanson, a quelque chose de vrai. Aujourd'hui tout le monde le remarque. Donc libérer M. Idenko, et je demande à la population, que ce soit notre diaspora, la société civile, nos amis, de pouvoir coalisons nos efforts pour que ces messieurs puissent être libérés, parce que c'est inacceptable qu'un artiste, à cause de ses opinions, soit en prison pour 10 ans, alors que nous venons de le dire ici, le braqueur de RAM, les braqueurs du projet 100 jours sont tous en liberté et même promis à des fonctions, et un jeune homme qui n'a fait que chanter se retrouverait 10 ans en prison, où il est jusqu'à présent à la prison centrale de Munzenze. C'est inacceptable. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si nos revendications ne sont pas prises en compte. Je crois que c'est une question les plus importante, parce qu'ici, on ne va pas parler de stratégie. Le plus important, cette question doit être posée au peuple. Vous voyez, le peuple qui est victime de ces régimes. Ça va être intéressant de savoir comment sera la réaction du peuple quand le peuple va encore remarquer que les élections ont été non seulement truquées, mais on vient encore de lui voler sa victoire. Et c'est là que vous saurez exactement que quand nous revendiquions, quand nous étions en train d'exiger des choses, et quand nous étions en train d'appeler à des pourparlers pour que l'on trouve un consensus, nous n'étions pas fous et nous savions ce que nous étions en train de faire. Et le jusqu'au boutisme de ce régime, le gangstérisme avec lequel il est en train de mener ces pays, fait qu'avec beaucoup d'arrogance, ils disent « Ok, je ne réponds pas aux exigences des autres, mais restons calmes. Je ne vous parle pas de la stratégie ici. Avançons et vous serez vous-même témoin de ce qui pourrait arriver si si nos revendications ne sont pas, ou nos exigences n'ont pas de réponse. » Je rappelle tout simplement que le 13 mai, nous sommes dans la province de Kinshasa. Tous les leaders seront là pour cette grande marche. Vous connaissez clairement les revendications, le thème de cette marche, excusez-moi, comme ça au moins, ça va être, c'est pour dénoncer l'insécurité grandissante, la vie chère et la misère du peuple, le processus électoral chaotique. Donc, j'invite le peuple, la population de Kinshasa surtout, je pense que tous les leaders vont être là ce jour-là, de répondre massivement pour que ces régimes puissent comprendre que les choses ne vont pas continuer de la manière dont ils pensent. L'opposition est à péter, comme tu es en train de dire, excusez-moi de vous tutoyer parce que on se connaît un peu dans la vie normale, oui. Ce que vous êtes en train de dire, l'opposition est à péter, je crois que c'est plutôt le régime qui est pété. Regardez aujourd'hui, à Mbujimaï, le ciment est à 55 $. Ça, vous allez dire que c'est un pouvoir. On est un pays où les FARDC n'ont plus pied dans notre propre pays, et pourtant on a un commandant suprême. Vous dites que vous avez l'opposition. Aujourd'hui, au-delà de M. Tiani qui aurait dit que le chiffre du budget était un maquillage terrible. Non, parlez même un discours d'un résistant, si vous voulez. M. Tiani qui a dit que ses budgets étaient un maquillage, aujourd'hui il y a des rumeurs qui courent. Hein. Mais comme on ne veut pas confirmer des rumeurs, merci de pouvoir vous dire que les choses vont très mal et je ne vois pas pourquoi. Si vous dites opposition, peut-être donc c'est un pouvoir Yamakasi. Merci beaucoup. Avec un pays aussi affaibli. Où on n'arrive même pas à condamner, qui n'arrive à avoir aucune victoire diplomatique. Monsieur Alex Dende, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi, monsieur Dan, c'est moi qui vous remercie. Merci énormément. Chers téléspectateurs, cet échange prend fin ici. Et donc, si vous avez un droit, vous voulez réagir, vous avez droit à la réponse. Ce plateau est pour tout le monde.
vous n'avez pas été d'accord, vous voulez peut-être un débat avec monsieur Alex, on va lui soumettre ça et peut-être qu'il va reprendre. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement avec le même plaisir.